Chers amis, permettez-moi de vous présenter cet exposé intitulé Spondylosthésie de grade, spondyloptose. Donc, en guise d'introduction, il faut savoir que la spondylosthésie de grade, spondyloptose sont relativement rares et c'est la pathologie la plus difficile à laquelle est confronté tout chirurgien du rachis. C'est que ça constitue un défi important pour le chirurgien et du fait que il y a peu d'études qui ont été faites dans ce sens avec des preuves moins solides. Mais en gros, le traitement chirurgical reste recommandé pour la plupart des patients et même si la technique chirurgicale optimale reste très controversée. Ces controverses viennent de certaines questions qui se posent pour le chirurgien et la première question, c'est l'instrumentation. Faut-il utiliser matériel d'ostéosynthèse ou pas? On sait très bien que ça augmente le taux de fusion, que ça diminue la progression des glissements et que 40 à 50% d'échecs de fusion est dû à une non-utilisation de matériel d'ostéosynthèse. Deuxième question, faut-il fixer par voie antérieure ou postérieure, utiliser une greffe fibulaire ou matériel intervertébral? Quel niveau faut-il fixer et combien? Faut-il aller en haut jusqu'à un niveau normal, L4, L3, ou en bas, descendre en bas jusqu'au sacrum et au pelvis? Décomprimer oui et réduire ou non et comment? Mais la grande question qui préoccupe tout chirurgien, c'est le résultat et l'évolution immédiate et à long terme. Donc, si vous permettez je vais faire un petit rappel de définition, comme vous le savez tous. Donc, le spondylosthésie, c'est un glissement dans le plan sagittal qu'on voit ici d'une vertèbre par une vertèbre sous-jacente suite à une solution de continuité ou élongation de la portion interarticulaire postérieure au lisme. Donc, le spondylosthésie de grade se définit, lui, par un glissement de plus de 50% qui correspond au grade 3 et 4 de Meyerding. Et la spondyloptose qu'on voyait ici dans cette image d'IRM, c'est une dislocation vertébrale complète de L5 qui vient se déplacer en avant du sacrum, ou couramment dit, comme on dit couramment, c'est une chute de L5 en avant de S1. Donc, classification, je choisis de vous mettre deux types de classification en fonction de l'origine et en fonction de déplacement. En fonction de l'origine, c'est la fameuse classification de Witz-Newman-McNabb qui classifie le spondylocyste en 5 types. Le dysplasique, ismique, et 3 c'est dégénératif, type 4 c'est traumatique et type 5 c'est pathologique. En fonction du déplacement, c'est en rapport avec la classification de Meyerding. Donc là, Meyerding a divisé le plateau de S1 en 4 parties, donc il a fait correspondre le grade 3 à plus de 50%, entre 50% et 75%, et type 4 c'est plus de 75%. Nouvellement, on parle de grade 5, nouvellement, qui correspond à la spondyloptose, qui correspond à une bascule complète de la vertèbre lésée par rapport qui vient se poser en avant du sacrum. La biomécanique, donc je ne pouvais pas passer sans rappeler un tout petit peu la biomécanique de la spondylosthésie, car à l'heure actuelle, une lésion ou un déplacement d'une vertèbre ne peut être considéré que dans un équilibre général du rachis, tout en prenant en compte la position du sacrum et donc de l'anneau pelvien. Et il faut savoir que le bassin est considéré comme une véritable vertèbre pelvienne, d'après Dubousset, et depuis les travaux de Duval-Beaupère, on dispose de certains angles qui permettent de déterminer la forme du bassin et son orientation. Un petit rappel rapide des paramètres pelviens, comme vous le connaissez tous, l'incidence pelvienne, la pente sacrée de Boxall et la version pelvienne, qu'on peut réunir dans cette phrase mnémotechnique, et même pèse 20 kg. L'incidence pelvienne, c'est cet angle formé par la ligne tracée du centre des têtes fémorales jusqu'au milieu du plateau sacré, et une ligne perpendiculaire au plateau sacré. Elle correspond à 53 degrés. Et d'après certains auteurs, ils ont remarqué que dans les listes ismiques, il y a une prédominance des grandes incidences, et cette grande incidence est corrélée à une grande lordose lombaire qui accentue les contractes précisément, c'est la rançon de la bipédie. La pente sacrée ou la bascule sacrée, c'est cet angle formé par le plateau sacré et son horizontal. C'est un paramètre positionnel et environ 37 degrés. Pour la mémoriser, c'est un chiffre de la température corporelle. Il est le reflet de la rétroversion du bassin et l'entité projection de tête fémorale. La version pelvienne, c'est cet angle formé par le vertical passant par le centre de la tête fémorale et une passant par la tête fémorale et la moitié de
plateau sacré. Il correspond, et c'est un paramètre de position ici. Il augmente quand le bassin tourne en arrière, on parle d'anté-rétroversion. Il diminue quand le bassin tourne en avant, on parle d'antéversion. Il y a certains paramètres qui sont propres au rachis, comme l'angle de Cobb et l'angle de gîte. L'angle de Cobb, c'est cet angle formé par l'intersection de deux lignes passant par le plateau supérieur de L1 et L5. Et l'angle de gîte, on peut la calculer comme on fait pour la version pelvienne, mais c'est en rapport avec T9 qui est considéré comme le centre de gravité du corps. Donc c'est cet angle formé par la ligne passant verticale passant par la tête fémorale, une ligne passant par la tête fémorale jusqu'à la moitié de T9. C'est un angle assez constant et environ de 11 degrés en moyenne et varie peu tout au moins dans les équilibres antérieurs modérés. Et il y a certaines mesures qui sont propres au spondylosthésis. Rapidement, c'est l'index de glissement qui est glissement, l'angle de glissement, l'indice de lombaire de Thayer qui donne une notion de dysplasie. L'index de glissement, c'est ce rapport entre la distance parcourue par le glissement X sur la distance de L5, du corps supérieur de L5, et mesuré en pourcentage. Et l'angle de glissement, angle lambeau-sacré, c'est cet angle formé par la ligne passant par le plateau inférieur de L5 et le plateau supérieur de S1. L'indice de Thayer donne une idée sur la cuniformisation de la vertèbre, c'est-à-dire ici, olistoïsique, qui glisse, et on peut la mesurer par ce rapport entre le mur postérieur et le mur antérieur, c'est A sur P. Si je vous rappelle un petit peu la classification de Rosselet des 4 types du bassin, tout en insistant sur le type 3 qui constitue le type de bassin le plus normal, il y a une lordose normale. Le concept bassin équilibré, bassin déséquilibré, pour ne pas vous ennuyer avec les détails, j'ai choisi de mettre l'essentiel pour faire la différence entre bassin équilibré et déséquilibré. Donc bassin équilibré, donc il faut l'apprendre par cœur, c'est quand il y a une version pelvienne élevée avec une pente sacrée basse. Bassin déséquilibré rétroversé, c'est lorsqu'il y a une incidence pelvienne très élevée. Et pour le rachis équilibré déséquilibré, donc rachis déséquilibré, c'est cette ligne plumb line C7 qui tombe en avant des têtes fémorales. Donc on parle d'un imbalanced pelvis, imbalanced spine aussi. Et lorsqu'il tombe sur ou en arrière des têtes fémorales, on parle de rachis équilibré balanced spine. Donc pour le traitement, il n'y en a pas beaucoup d'options. Donc il y a deux, c'est soit opéré, soit ne pas opéré. Donc on peut proposer un traitement conservateur en prescrivant du repos, un corset rigide amovible à but antalgique. Comme vous voyez dans ce schéma, on a beaucoup de formes. Et on peut prescrire aussi la kinésithérapie après disparition de la douleur. Et aussi on peut faire apprendre le malade à s'adapter avec sa pathologie, si j'ose dire. Donc pour la chirurgie, comme je viens de le dire, il y a plusieurs moyens avec plusieurs controverses et le choix de la technique peut être très difficile. Donc on peut citer la résection simple, l'arc postérieur sur la méthode de Gilles, donc fusion in situ, fixation in situ, et technique de greffe par péroné de Bowman, technique de gain par vertébrectomie de L5 ostéosynthèse L4S1 et ostéosynthèse par voie postérieure avec décompression, fusion avec réduction partielle ou anatomique ou résection de dôme sacré avec lissage transdiscal aussi. Tout en gardant à la tête 4 objectifs, c'est de résoudre le défaut de pars de cliquet et décomprimer la sténose foraminale, résoudre l'instabilité dynamique, prévenir les troubles neurologiques. Les indications, comme ça a été bien expliqué par Agabadji dans un article publié en 2010, donc il faut poser l'indication chirurgicale devant un déficit neurologique, devant lombalgie, sciatalgie ne répondant pas au traitement conservateur, devant une radiculalgie associée à une compression d'une racine nerveuse, devant un glissement en progression, devant un haut déplacement causant un déséquilibre sagittal. Long-term follow-up of patients with grade 3 and 4 spondylolisthesis. Cette étude est la seule qui existe en termes de comparaison de suivi à long terme de spondylosthésie de grade
bénéficiant d'un traitement conservateur en comparaison avec un traitement chirurgical. Donc, dans cette étude, ils ont mis deux groupes. Un groupe 1 non opéré qui contient 11 patients de grade 3 et 4 de Meerding et avec un suivi de 18 ans. Et un deuxième groupe de 21 patients de même grade, mais qui ont été opérés avec un suivi moyen de 24 ans. Donc Weinstein a trouvé que l'amélioration était de 67% pour les malades opérés contre seulement 36% des malades non opérés du groupe 1. D'où la nécessité ou bien la décision de proposer le traitement chirurgical pour ce genre de patients. Deuxième méthode, première méthode, c'est la décompression de Gilles, donc qui a été proposée en 1955. Il s'avère que c'est une technique simple, assez simple et engendre peu de complications post-opératoires, mais elle est déstabilisante. Il est indiqué devant un déficit neurologique, devant une douleur intense, rebelle au traitement antalgique, devant un dysfonctionnement sphinctérien, devant une claudication. On peut proposer une foraminotomie, une fasciectomie, mais jamais seul. La réduction, donc comme on vient de dire, c'est une des controverses de cette chirurgie. Devant un équilibre, parce que devant un nouvel équilibre qui a pris le temps de s'instaurer, il faut faire très attention aux allongements des structures rétrosacrées et raccourcissement des structures présacrées. Et la majeure préoccupation, et cette réduction doit être faite sur monitorage EMG bien évidemment. Et la préoccupation majeure de tout chirurgien est le risque de la lésion de L5. On dispose de réduction anatomique par technique de réduction progressive, une réduction partielle péropératoire. La réduction anatomique, le principe de cette réduction, c'est de laisser le malade sur un hamac, comme vous voyez dans cette image, placé au niveau du bassin pendant 3 semaines en extension et collant lombaire en lordosé. Et on agit beaucoup plus pour corriger la syphose lombosacrée beaucoup plus que le glissement vertébral. Et si l'angle lombosacré est suffisante, donc la réduction est protégée par un corset plâtré et une arthrodèse par fusion in situ qui complète le traitement. La réduction partielle commence en péropératoire, donc se fait en péropératoire et il commence par la position comme vous voyez ici. Donc et il faut se rappeler qu'une hyperextension, comme vous voyez ici, va favoriser l'antéversion et un génie pectoral va favoriser la rétroversion. Puis après avoir mis en place des vis, comme vous voyez ici, L5 et S1, donc on comprime manuellement de façon à rétablir la lordose. Ceci va augmenter l'inclinaison du sacrum et va diminuer la tension sur la racine L5. Deuxième méthode, la fixation in situ. Elle a été suggérée pour la première fois par Meerding en 1932. C'est une technique qui est restée le traitement standard de glissement sévère pendant de nombreuses années, bien que certains chirurgiens préfèrent la voie antérieure. Mais cependant, selon plusieurs études, donc il présente certains problèmes potentiels avec un taux de pseudarthrose qui peut aller jusqu'à 20% et une extension de la fusion à un niveau normal, progression de tous les paramètres de déformation, même l'angle de glissement. Troisièmement, technique de Bollmann. Donc, comme technique de fixation in situ aussi, donc on décrit la technique de fusion via l'insertion d'un greffon fibulaire. Cela permet l'augmentation des lieux de fusion en fournissant un soutien structurel immédiat en contact chirurgical. Donc, comme vous voyez dans ces images, donc ça comporte une décompression, comme vous voyez dans le numéro 2, postérieure, une décompression postérieure, avec une réalisation d'ostéotomie sacrale et une préparation de péroné à l'avance, bien évidemment. Et on introduit ce péroné dans le sacrum vers le corps de L5. Donc par un seul côté, tout en réclinant bien évidemment le four. Parfois, le risque de fracture de greffon fibulaire, parce qu'il y a un grand risque, donc
de la nécessité de mettre deux greffons de chaque côté pour fournir plus de stabilité, comme vous voyez dans cette image. Donc on a fait deux côtés. Pour remédier au problème de greffon fibulaire, plusieurs études solides ont été menées, dont une pilote concernant la mise en place d'une cage axiale de titanium remplie de spongieux en intersomatique pour le spondylolisthesie de grade. Donc, il fournirait une immobilisation rigide associée ou non à une arthrodèse par voie postérieure. Donc, comme vous voyez ici, si vous arrivez à voir le matériel, c'est cette plaque, elle est là. Donc, enfin, l'ostéosynthèse par voie postérieure avec réduction de compression et fusion intervertébrale. Ça reste la technique de loin la plus utilisée et que tout chirurgien de rachis maîtrise, bien évidemment. Et d'après plusieurs expériences et études, comme celle que je vous montre dans cet article de 50 cas, il y a ici un article de 14 cas, plus celui-là de 50 cas, donc qui ont été pour des malades qui ont été par le même chirurgien en un seul temps, par abord postérieur, avec réduction péropératoire et fusion intervertébrale sans résection du dôme sacré, ni abord antérieur. Donc il y avait un suivi moyen de 5 ans. Donc après, les résultats ont montré une harmonisation des courbures lombaires et thoraciques avec satisfaction de tous les patients. Ici, pour confirmer, il y a un autre article élucidant l'efficacité de la technique par voie postérieure avec fusion intervertébrale par vissage transsacré après réduction, bien évidemment. Et vous voyez le résultat dans ces radios préopératoires avec mesure des paramètres pelviens. Donc, il y avait une grande amélioration après fixation in situ par voie postérieure avec ostéosynthèse par voie postérieure avec réduction. Vous voyez que l'angle est passé de la 42 à 16 degrés. La vertébrectomie de L5 et l'ostéosynthèse L4-S1, ou on appelle proprement dit la technique de Gain. Gain qui a publié en 2005 cette série de 30 patients avec un suivi de 25 ans qui ont bénéficié de vertébrectomie L5 par voie antérieure avec ostéosynthèse L4-S1 par voie postérieure, comme vous voyez dans ces images. Donc ils ont enlevé L5 par voie antérieure, puis après ils ont fait retourner le malade, ils ont fixé L4, LS1 par voie postérieure. Cette technique, il a un taux de déficit neurologique post-opératoire de 75%, même si Gain a essayé de convaincre par la suite, par la récupération de 50% de ces 75%, mais cette étude elle reste toujours controversée même aujourd'hui parce que ça demande une grande expérience chirurgicale. Parmi les questions qui se posent lors de traitement de cette entité, c'est quand faut-il fixer en S2 ou les ailes iliaques. Donc il faut nécessairement fixer au niveau de l'os iliaque quand il y a un sacrum hypoplasique, congénital hypoplasique, lorsqu'il y a une pathologie métabolique de l'os, comme l'ostéoporose ou l'ostéomalacie. Il faut bien assurer une stabilité tout en descendant en bas. Donc ici, je vous mets un cas de spondyloptose bénéficiant d'une décompression avec ostéosynthèse par voie postérieure avec vissage iliaque. Ici le voilà. Donc montrons à droite un préopératoire en rachis déséquilibré, puis après c'est devenu équilibré avec amélioration des paramètres pelviens. Pour les points que j'estimais forts et qui devaient être retenus dans cette présentation, c'est avant d'opérer les malades, il faut bien les connaître, il faut bien connaître son patient et bien connaître sa pathologie, l'origine et la sévérité.
Bien connaître sa biomécanique sagittale avec mesure des angles et les paramètres radiologiques aussi. Sélectionner la procédure chirurgicale en étant très réaliste en termes de résultats espérés. Il faut bien planifier sa chirurgie et faire correspondre la chirurgie appropriée au patient approprié. Et je vous remercie.